corporatiste conservateur et qui est caractérisé, ça c'est très important, hein, par une certaine présence de l'État, mais aussi par le fait que tout le monde n'est pas mis au travail, comme dans le modèle social-démocrate. Vous voyez, au début, quand on a créé ce modèle, les femmes, par exemple, n'en faisaient pas du tout partie. Donc le modèle ne visait pas à faire travailler tout le monde, y compris les femmes. Ça veut dire que... C'est en France que les femmes ont le plus haut niveau d'implication dans la vie professionnelle. Pas du tout, c'est 1 au Danemark, 2 en Suède, 3 en Finlande et Norvège. On y reviendra. Mathieu Laine, alors. Oui, on pourrait rajouter tellement de choses à votre liste. C'est un État qui dépense 13% de plus que ce qu'il perçoit. C'est un État qui a réussi, en grossissant tellement, à devenir une espèce de mama obèse, qui fait qu'aujourd'hui, on a peur du risque. On a peur du risque. Pourquoi 75% des jeunes veulent devenir fonctionnaires? C'est parce qu'ils ont peur du risque. À la limite, on les comprend. Parce que l'État est tellement intervenu, a créé tellement de réglementations, qu'il a voulu, soi-disant, protéger les faibles, sans doute avec une bonne intention. Par exemple, protéger les salariés. Mais à force de créer de la réglementation, eh bien, l'emploi est devenu un risque. Et en créant ce risque, les employeurs ne cherchent plus les jeunes pour venir les embaucher. Pourquoi mettre tout donc, sur le dos de l'État? Vous dites qu'il y a un paternalisme d'État qui s'occupe de tout, de la santé, de la vie privée, des mœurs, qui contrôle même nos assiettes. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le système... Attendez, une seconde là-dessus, c'est très important. On se rend bien compte que notre système ne fonctionne plus. Quelle a été la réaction des hommes politiques? Sans doute appelés par la population, qui est une population effrayée. Quelle a été la réaction? Non pas, comme beaucoup de nos voisins, de réduire la proportion de l'État et de refaire confiance en chacun des individus et chacun des citoyens, mais de promettre plus de protection, plus d'intervention. Comment ça s'est passé? On était dans un État qui disait « je dépense donc je suis ». Un État qui disait « je vais prendre votre argent, je vais vous le redistribuer ». Mais il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Écoutez-moi, il n'y a plus d'argent. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien tout simplement, plutôt que de dire « je vais réduire et redonner le pouvoir aux citoyens », je vais augmenter mon intervention. Et je deviens un État qui dit « j'interdis, donc je suis ». J'interdis, donc je suis, je protège, donc je suis. Et c'est l'État qui vient nous contrôler dans les assiettes sur l'obésité. C'est l'État qui vient nous dire je vais intervenir sur la discrimination positive. C'est l'État qui vient vous dire on va faire du patriotisme économique. Bref, c'est l'État qui devient la solution à tout. Pas du tout, non mais c'est intéressant de voir ça. C'est une évolution. L'État mama, l'État nounou. Et d'ailleurs, qui est le chef nounou? Ah bah aujourd'hui, c'est Jacques Chirac, qui m'a bien aidé d'ailleurs pour le bouquin. Il m'a donné un nombre d'illustrations et d'idées, j'aurais pu lui dédier le bouquin. C'est lui, c'est le chef président de la République. C'est une espèce de chef de la grande crèche. Hein? Attendez, bon, véritablement, parce que on en est à un modèle social où malheureusement, on ne fait plus confiance en chacun des individus et on croit trop que l'État peut tout. Et moi, ce que je souhaiterais... Mais oui, bien sûr, on vous entend tellement depuis longtemps. On vous entend tellement depuis longtemps, avec vos fausses solutions archaïques. L'idée, c'est que moi, je préfère un modèle... Vous savez, pourquoi il y a 2 millions de Français qui partent à l'étranger? Où partent-ils d'ailleurs? Ils partent vers ces pays soi-disant à la grande précarité, où comme par hasard, on ne manifeste pas contre la précarité là-bas. C'est quand même étonnant. Étonnant. Mais peut-être qu'on ira à force... Si c'est vous qui devenez président de la République, un jour, évidemment, que je partirai. Mais honnêtement, il faut aller vers un système qui croit davantage. Les plus courageux, les plus audacieux, les plus créatifs partent à l'étranger, généralement en Europe. Pourquoi vous restez en France? Parce que j'ai envie de défendre ce pays qui est beau et qui, heureusement, compte encore de nombreux talents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Mais ce pays, quel dommage de le voir s'effondrer. Alors qu'il y a véritablement des modèles où, par exemple, quand on perd un emploi, on en retrouve un plus facilement. C'est la flexibilité, c'est pas de la précarité. Jean-François Amadieu, qu'on va entendre avant d'écouter Gérard Longuet et Jean-Luc Mélenchon. Juste une toute petite réaction. D'abord, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent quand même, hein, par exemple en Grande-Bretagne, parce que tout simplement, le niveau de protection sociale n'est pas le même. Donc les gens se rendent compte tout d'un coup, certes, ils ont des salaires plus élevés, mais que là-dessus, il faut sortir de l'argent pour se payer les études des enfants, la santé, etc., etc. Donc, tous les calculs sont faits. On sait que les gens qui ont des enfants reviennent en France. Ça, c'est très, très intéressant quand même. Pays des enfants, la France. Et puis, deuxièmement, pourquoi mettre en cause... Je crois qu'on est d'accord sur le fait que ça ne va pas. Après, pourquoi mettre en cause l'État? Il y a bien d'autres problèmes. Je ne crois pas qu'il faut qu'on ait comme ça un bouc émissaire. Sinon, on n'arrivera pas, on ne sera pas d'accord. Alors que ce qui serait bien, c'est de s'accorder. Madame Médard, il y a un vrai problème qui est le responsable collectif. Et il se trouve que les hommes politiques et le système politique hyper centralisé aboutit en effet à une appropriation par un petit nombre des problèmes de tous. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Je pense pouvoir m'exprimer à un moment ou à un autre. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, je suis venu pour ça. Oui, pour quelles raisons les employeurs hésitent-ils, Dominique Médard, à employer? Est-ce qu'il faut croire la tarte à la crème reprise par beaucoup? Et d'ailleurs, je lisais le livre de Jean-François Copé,
si les entrepreneurs avaient la possibilité de licencier, ils recruteraient, ils embaucheraient davantage. Alors là-dessus, on a des études économiques très, très diversifiées. Hein. C'est pas très net. C'est-à-dire, on sait bien que s'il y avait moins d'insécurité juridique sur le licenciement, par exemple, les employeurs auraient tendance à employer beaucoup plus, mais en même temps, peut-être à licencier beaucoup plus. C'est ce que montre la dernière étude de Cahuc et compagnie. Donc, cette affaire-là n'est pas du tout nette. Mais je pense, moi, qu'il faut prendre au sérieux les représentations des travailleurs et essayer de les comprendre. C'est-à-dire que si des employeurs qui sont en effet ceux qui recrutent en France nous disent on ne veut pas recruter tel genre de personnes, on voudrait qu'elles soient différentes et on voudrait que la situation soit un petit peu plus fluide, peut-être faut-il analyser ça, mais calmement. Alors, Jean-François Amadieu, je rappelle le titre de votre livre, Les clés du destin, école, amour, carrière. Vous laissez peu de marge à ceux qui croient encore qu'ils peuvent être responsables de leur destin. Vous leur dites à peu près que tout est joué d'avance, la ville, le quartier où l'on est né, le milieu social, et que ça commence même dans le ventre de la mère. Oui, mais justement, il y a deux choses. D'une part, je pense que l'État, pour revenir à notre conversation, est dans son rôle, et il faut plus d'État et mieux d'État en certains domaines. Et pour prendre un exemple simple, je pense qu'effectivement, dès la classe maternelle, dès le primaire, l'État est dans son rôle, et il faut là, effectivement, restaurer les conditions de l'égalité des chances. Bon, ça, c'est un point important. Ça joue à quel âge? 3 ans, 6 ans? On peut considérer que, et c'est assez effarant, en moyenne section de maternelle, les destinées scolaires sont largement forgées. Elles seront après peu modifiées, on le voit avec les thèses dont on dispose. Et ça, c'est un gros changement, parce que dans le passé, on avait le sentiment que c'était au lycée, puis au collège, puis au primaire, que l'inégalité des chances se produisait. C'est de plus en plus tôt. Effectivement, ça peut être le ventre de sa mère, etc. Et ça continue dans la famille. Vous dites que la famille elle-même consacre plus d'argent aux garçons qu'aux filles. Vous donnez même les chiffres. Tout à fait. Il y a une inégalité. Les filles, clairement, sont sacrifiées et elles réussissent parce qu'effectivement, elles sont plus matures et travaillent plus. Mais elles sont moins aidées. Mais je voudrais dire, ce n'est pas un livre déterministe. C'est-à-dire que l'État peut intervenir en certains domaines et il le doit davantage. Cela dit, il y a des décisions individuelles. Et je crois qu'il y a des marges de manœuvre. Et simplement, ce qui manque, et c'est la thèse du bouquin, ce qui manque, c'est une information qui doit être donnée à tous. Et là, l'État est dans son rôle. C'est un rôle d'évaluation des politiques publiques et d'information. Je vais prendre un exemple. Quand vous allez dans un hôpital ou quand vous allez dans une école, vous devriez avoir le droit de savoir précisément où vous mettez les pieds. Quelles sont vos chances de réussite? Quelles sont vos chances de survivre après un passage à l'hôpital, etc. Et c'est vrai dans tous les domaines. Et cette information, il faut le noter, progresse petit à petit, mais elle est très insuffisante. Donc on ne permet pas aux gens d'avoir les clés qui leur permettent de prendre la bonne décision au moment où ils pourraient la prendre. Donc prendre en main son destin, c'est gentil, mais il faut que les conditions soient réunies. Exemple, voilà. Pour faire des études ou même pour trouver un travail, on voit avec le CV, vous dites qu'on est victime même de son prénom plus que de son nom. Oui, tout à fait, parce que le prénom est un marqueur social très fort, on le voit aux États-Unis aussi, c'est de plus en plus vrai en France, et je viens de calculer avec des données de l'INSEE sur les enquêtes emploi que Dominique Méda connaît bien ici, j'ai exploité des enquêtes qui portent sur 400 000 personnes, nous avons regardé les prénoms, vous prenez 2 personnes portant des prénoms différents ayant le même père, appartenant à la même catégorie sociale, et bien selon le prénom, il n'aura pas la même carrière, il ne fera pas la même chose. Mais pourquoi? Des exemples de prénoms. Mais parce qu'au moment du recrutement, il y a des phénomènes de discrimination. Vous les donnez, Kevin, Jennifer, Anthony, sont plébiscités, sont plébiscités pour les milieux populaires et dans les milieux populaires. Mais les autres, les bourgeois, les nobles, les snobs, les exemples de prénoms qui marchent aujourd'hui, écoutez, qui donnent des chances. Vous avez un stock de prénoms. Non, si vous vous appelez Isor, vous avez un certain nombre de prénoms. Vous regardez le Bottin mondain, vous regardez le Figaro, et vous aurez la liste des prénoms qui peuvent marcher. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi c'est comme ça, c'est parce que l'accès aujourd'hui... Non, mais l'accès aux élites... On laisse un peu s'exprimer les uns et les autres, et on y va. Juste un dernier point. Il y a des marqueurs sociaux différents, esthétiques, la taille. Vous donnez même, j'ai envie de dire, presque plus d'espoir. On peut penser que l'amour, le mariage, même le divorce... On est conscient. Non, mais il y a un certain nombre de déterminismes, mais simplement, l'idée, c'est que si vous connaissez les clés et les règles du jeu, vous pouvez agir. Et c'est ça l'idée, c'est que si les gens n'ont pas les clés, et si les mécanismes de leur production sociale ne sont pas connus, évidemment, vous allez dans le mur. Donc le fait d'avoir les clés donne des chances supplémentaires aux gens. Et je voudrais, puisque j'en profite, puisque j'ai la parole, dire que je crois que si on va dans le mur, dans les réformes, et si on n'arrive pas à adapter les choses, on a pris plusieurs exemples depuis tout à l'heure, évidemment le CPE, Claude Allègre et d'autres dossiers. Vous aurez remarqué que systématiquement, c'est parce que notre pays ne fait pas de place à la négociation entre les partenaires sociaux. Et je crois qu'il faut revenir à ce fondamental, c'est qu'au lieu de les critiquer, je pense que les faire intervenir avant donnerait des chances de réussir. Dernière question, pour m'en tirer, moi à titre personnel, est-ce qu'il faut passer par un gourou où j'ai des chances
pour faire un chemin pour un destin personnel. Et apparemment, il n'y a pas eu trop de problèmes. Non, mais je dis moi en général. Non, je crois justement. Eu, non, c'est pas du développement de soi. Il n'y a pas besoin de gourou. À la machette. Il n'y a pas besoin de gourou. Il suffit de savoir quels sont les points importants. Vous parliez du prénom. Bah oui, je pense qu'une décision comme ça qui peut engager l'avenir, les parents s'en doutent un petit peu, mais je pense qu'il est évident qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et je pense qu'à tous les moments, c'est comme ça. Les choix d'orientation dans le système éducatif, c'est pareil. Mohamed, il vaut mieux le faire appeler tout de suite Aristide ou non, justement, parce que là, ce serait renoncer à son identité, et en fait, c'est très dommageable pour la construction de l'enfance. Mais monsieur Amadieu, vous vous rendez bien compte qu'en prenant l'information maximale des citoyens, afin que leur choix soit éclairé, condition de leur liberté, en effet, dans tous les systèmes libéraux, vous appelez à la concurrence généralisée. Car toute personne sachant ce que vaut une école par rapport à une autre favorisera la bonne école. Une personne connaissant la valeur d'une université délaissera l'autre université. Donc on entre dans un système qui est complètement l'opposé de notre système, qui est uniformisateur, universaliste et égalisateur. Non, pas du tout, parce que c'est justement, au contraire, actuellement, vous avez des sortes de délits d'initiés. Vous savez que le contournement de la carte scolaire est très important, donc en fait, certains ont l'information et contournent la carte scolaire. L'idée, c'est que si tous les parents connaissent la réalité de la performance des différents établissements, l'inégalité des chances à cause de la ségrégation spatiale, il est possible d'agir et au contraire d'injecter les moyens dans les ZEP et là où il le faut. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon sera d'accord. Voilà, on n'oublie pas les travaux d'Éric Morin qui est venu ici plusieurs fois. Alors Gérard Longuet, je sais que quand on est sénateur, homme politique, on fait preuve... Bah oui, il ne l'a pas eu jusqu'ici. On sait faire preuve de patience, on écoute même les gens avec lesquels on a un désaccord. Je vous écoute. Je voudrais d'abord revenir sur une idée simple. Il y a un modèle républicain français qui mérite d'être conservé et il y a un système de solidarité qui n'est plus possible. Alors, le modèle républicain, vous m'y faites penser au travers des prénoms. Quand même extraordinaire de se souvenir que sous la Troisième République, alors que nous vivions en régime de séparation de l'Église et de l'État, les prénoms étaient codifiés et l'État civil récusait notamment les prénoms bretons, des saints bretons parfaitement inconnus, et en faisant cela, ils ne le faisaient pas complètement gratuitement. Et ils avaient le souci d'intégrer, et par exemple d'interdire de parler breton pour que ces jeunes bretons puissent être des citoyens français et réussir à Paris, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire en ne parlant que breton. De la même façon, nous avions dans les écoles, dans les lycées, et on le voit à travers les tableaux, Mélenchon était ministre en charge de l'éducation professionnelle, il y a ce très beau tableau où on voit la salle de classe de la Troisième République, les enfants ont tous la même tenue. Et pourquoi, pardonnez-moi de le dire, pourquoi j'insiste sur ce détail? Parce qu'ils ont tous la même tenue, ce qui évite à l'argent de s'afficher au plus jeune âge. Et aujourd'hui, nous savons bien dans les collèges, chez les garçons et les filles, mais aussi dans les écoles, voire dans les écoles maternelles, je suis père et grand-père, on voit que l'argent apparaît tout de suite et que la sollicitation du consommateur apparaît tout de suite. Donc il y a des vertus républicaines qui sont au fond assez vertueuses et qui sont très largement partagées à gauche.